Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Avec le retard qu'on a connu, nous nous excusons présentement de cette situation. Quoi qu'il en soit, nous allons débuter à présent. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous allons célébrer la culture swahili. Donc, la thématique qui a été proposée ce soir pour la conférence à laquelle vous êtes aujourd'hui présente, c'est la culture swahili. La thématique générale, c'est le swahili des origines à nos jours. Et autour de cette thématique, nous avons invité un conférencier qui va un peu nous présenter les recherches qu'il a faites sur cette question. Donc, nous espérons que vous allez être enrichis ce soir avec ce que nous allons recevoir comme information de la part de notre conférencier. Alors, j'en profite pour vous donner quelques petites indications qui vont nous accompagner tout le long de cette soirée. En premier lieu, au niveau du programme de la soirée, pour y accéder, à l'entrée, vous avez vu des affiches sur lesquelles il y a un code QR. Avec ce code QR, vous pouvez le scanner et vous allez avoir accès à différents documents. Vous pouvez avoir accès au programme de la soirée, au sondage que nous vous invitons à compléter à la fin de cette soirée, ainsi que le poème qui sera lu ce soir, un poème en swahili. On a une très jeune personne qui va nous faire le plaisir de faire une lecture d'un poème swahili que je vous laisserai découvrir en temps et lieu. Donc, je disais que pour le programme, vous pouvez juste scanner le code QR et vous y aurez accès. En deuxième lieu, il y a une légère modification concernant le programme de ce soir. Étant donné que nous avons débuté avec un léger retard, nous allons faire un déroulement qui va débuter par l'exposé que le conférencier va nous présenter ce soir. Immédiatement, après son exposé, il y aura une période de questions. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont des questions intéressantes à proposer au conférencier. Ensuite, après la période de questions, nous allons laisser place à la lecture du poème de notre jeune fille. Et pour clôturer en beauté, nous avons un artiste vraiment exceptionnel qui va nous présenter quelques belles mélodies en swahili pour que vous puissiez découvrir les sonorités swahili. Est-ce que ce programme vous convient? Oui? D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais inviter le conférencier, Monsieur Paul Kanambi, que nous appelons très chèrement Papa Kanambi, qui est un de nos pères au niveau de notre communauté congolaise. Il a un doctorat en sciences politiques à l'Université de Laval et il a beaucoup de qualifications sur les questions géopolitiques, les questions historiques qui concernent l'Afrique de manière générale et le Congo, République démocratique du Congo en particulier. Donc ce soir, c'est un honneur de l'avoir comme conférencier. Alors, sur vos applaudissements, je vais l'inviter à prendre place à la chaise devant. J'avais accompagné au Missouri, aux États-Unis, un député. Nous sommes arrivés là-bas à 23h à Missouri. Et on a rencontré la présidente de l'Assemblée de cet État américain. Et puis, le député québécois que j'accompagnais, M. Boulouris, m'avait présenté à la présidente que j'étais son conseiller et que j'étais québécois d'origine congolaise. Et la dame m'a posé la question, vous êtes congolais de Brazzaville ou bien de Kinshasa? J'ai répondu du Grand Congo. Alors elle a souri. Il dit, voilà, j'ai un ami ici, il est professeur, c'est un Congolais de Kinshasa. Cette personne habitait à 1h30 de là où j'étais. Et nous sommes arrivés là-bas à 23h.
Il s'est pointé à minuit 30 parce qu'il avait seulement appris qu'il y avait un Congolais qui était venu là-bas et qui venait du Québec. Ça, c'était un aspect positif du pouvoir de Mobutu. Moi, je suis originaire du Kivu, je suis né à Bukavu, et le compatriote qui s'était déplacé était du Bas-Congo, Lumiangu. Et nous gardons encore contact. J'ai apprécié ça. Alors, je voulais souligner cette anecdote pour dire qu'il ne faut pas confondre la culture et la langue. Je vais me limiter. J'aurais voulu préciser que j'aurais voulu parler de la culture swahili du Congo-Kinshasa. Parce que le swahili est une langue parlée par au moins 100 millions à 200 millions de locuteurs swahiliphones. Au Congo, les swahiliphones représentent 51%, selon l'analyse de l'UNESCO en 2009. 51%. Donc, de ce point de vue, les swahiliphones sont des locuteurs plus nombreux que d'autres langues nationales. Parce que chez nous au Congo, nous avons, comme vous le savez, 4 langues nationales et une langue officielle. C'est quoi une langue nationale? Bon, une langue nationale, c'est une langue qui s'identifie à une communauté à l'intérieur d'un pays. On peut avoir plusieurs langues nationales, et c'est comme ça qu'au Congo, nous avons 4 langues nationales et une langue officielle. Quelle est la différence entre les deux? La langue nationale est liée à la culture et à l'histoire d'une communauté. Une communauté parle sa propre langue, mais peut partager cette culture-là avec d'autres populations du même pays, mais qui ne partagent pas la même culture. Alors la culture peut être nationale, mais elle n'a pas la même force et le même poids qu'une langue officielle. La langue officielle est une langue reconnue par la loi, utilisée par l'État pour ses administrations, ses documents juridiques et ses institutions. Et c'est ainsi qu'on verra, par exemple, qu'en Afrique, la plupart des langues officielles sont les langues des colonisateurs. Et malheureusement, depuis que nos pays ont accédé à l'indépendance, nos pays ne font pas d'efforts pour essayer de mettre au niveau qui pourrait permettre de faire des recherches scientifiques dans nos propres langues. Nous nous référons toujours aux langues que les colonisateurs nous ont imposées. Et il n'y a que tout récemment que l'Union africaine a adopté le swahili comme une des langues de l'Union africaine. Sinon, on a l'arabe, l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol. Comme vous voyez, ce sont des langues des colonisateurs. Comment voulez-vous qu'on puisse, un jour ou l'autre, nous respecter dans le monde quand nous-mêmes, nous ne faisons pas d'efforts pour imposer notre culture? Je viens de vous dire que le swahili est la seule langue des langues subsahariennes au sein de l'Union africaine. Et chez nous, nous savons tous que c'est le français qui est la langue officielle. Pourquoi nous ne faisons pas de recherches dans nos langues? C'est un handicap. Le swahili, je viens de le dire que le swahili est parlé par au moins 100 millions à 200 millions de personnes, notamment au Kenya, en Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, mais l'origine réelle, c'est Zanzibar. Et il y a aussi certaines ethnies au Kenya dont la langue maternelle est le swahili. Si aujourd'hui, je vais vous poser la question, est-ce que chez nous, on peut dire qu'on a une ethnie
dont la langue maternelle est lingala, est-ce qu'il y a des bangala? Je ne sais pas. Je vais attendre votre réponse. C'est parce que je constate que parfois on confond, on dit, voilà, les Luba, les Bakongo, les Swahiliphones, les Baswahili. Le Swahili, ce n'est pas une tribu, c'est une langue véhiculaire. Il y a plusieurs personnes de plusieurs tribus qui parlent cette langue. Et c'est comme ça qu'on considère la langue swahili comme une langue neutre. Une langue neutre qui peut permettre des gens de différentes communautés de se fréquenter. Le danger qu'il y a avec des langues liées à la tribu découle du fait que la tribu, je crois que tout le monde, nous sommes ici tous des Congolais, donc nous savons c'est quoi une tribu. Pour être précis, je voudrais donner au moins une définition. Vous poserez des questions si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que j'utilise des concepts. Comme vous le savez, le principe fondamental de l'organisation ethnique veut que tous les membres d'une même ethnie soient unis par une forte conscience d'une commune filiation, conscience qui le conduit à considérer que les intérêts de chacun se confondent avec tous les groupes. Sur le plan politique, c'est très dangereux. Cette psychologie sociale a pour conséquence d'amener les individus à considérer l'expression politique de chacun d'eux comme étant l'expression politique de son ethnie et vice-versa. Donc, on est militant, non par esprit de doctrine, mais parce qu'on suit la personne désignée par sa communauté, ce qui détruit vraiment le sentiment d'appartenance nationale. De ce point de vue, l'expression politique, là où on se base sur le fondement ethnique et des caractères collectifs, ce sont bien plus des groupes que des individus qui s'expriment. Et c'est ça qui tue beaucoup. Vous allez constater les politiques en Afrique. Alors de cette façon, le Swahili peut constituer une bonne arme pour favoriser l'intégration nationale d'un pays, l'intégration entre les groupes ethniques. Je viens de vous dire que j'étais aux États-Unis et qu'un compatriote était venu me rendre visite parce qu'il avait appris que j'étais congolais. Et je répète encore que ça, c'était un point positif du régime de Mobutu. Dernièrement, il y a un compatriote qui a perdu une fille de 22 ans d'apnée. Je suis allé au funérailles. Il y a une dame qui est venue me dire bonjour. Je dis bonjour Papa Kanambi. Je lui ai dit bonjour. On se connaît? Il dit oui, je vous ai connu à Québec lorsque vous travailliez à l'Assemblée nationale. Mon épouse qui était à côté de moi lui demande, vous êtes congolaise alors? Il dit non. Non, il n'a pas dit non, il a dit je suis kassaïenne. Oui, alors ma femme lui demande, donc une kassaïenne n'est pas congolaise? Vous voyez où ça nous mène? Alors, c'est pour ça que j'ai dit, le Swahili dans ce sens-là, c'est un aspect positif. Parce qu'on parle au Congo, le Swahili, au Katanga, au Kivu, et l'ex-province orientale, et Maniema, donc le Kivu Maniema. Alors, la tribu swahiliphone n'existe pas. Et je voudrais insister là-dessus pour dire que le Swahili est un élément positif parce qu'on parle Swahili dans plusieurs pays d'Afrique et l'Afrique du Sud a introduit le Swahili dans l'enseignement au niveau universitaire. Et la Somalie également. Le Zimbabwe aussi. Donc il y a de plus en plus, depuis qu'on a introduit le Swahili au sein de l'Union africaine, qui s'inspirent du Swahili et qui font la promotion du Swahili. J'espère
qu'avec les générations futures qui viennent, on pourra mettre l'accent sur nos langues africaines et de cette façon, nous pourrons nous imposer sur le plan international et faire des recherches. Qu'on arrête toujours de se référer aux langues européennes. En passant sans tout à la période des questions, pour ce faire, nous allons simplement vous inviter premièrement à lever votre main et à vous avancer pour être visible, n'est-ce pas, par tous. L'UNESCO a consacré le 7 juillet comme une journée des Swahili. Donc le 7 juillet de chaque année, on célèbre la journée du Swahili. C'est l'UNESCO qui a consacré ça. Merci pour la parole, je m'appelle Dame. J'ai une question si vous avez un éclaircissement par rapport au Swahili. Dans le fond, vous avez dit que c'est une langue de cohésion nationale et africaine, tout ça. Mais là, j'ai un petit problème par rapport à l'histoire du Swahili et à l'origine du Swahili. On sait que le Swahili, c'est un mélange des langues arabes et langues nationales, tout ça, locales, tout ça. Alors, pourquoi pas choisir une langue qui est purement néo-africaine, qui est une langue qui est issue de la colonisation arabe, et après une langue telle que on peut parler de Bambara, on peut parler de Lingala, on peut parler de Zulu, tout ça pour moi, le Swahili. Parce que moi, je ne suis pas vraiment d'accord au fait qu'on choisisse le Swahili comme une langue de communication. Ça change l'histoire des Arabes en Afrique, ça change leur modèle de communication, tout ça, qui est leur modèle de communication de leur langue, tout ça, qui a créé le Swahili. Non, je vous dis que non, le Swahili ne découle pas de l'arabe. Il y a quelques mots arabes, mais le Swahili vient d'une tribu Zanzibar et quelques tribus kenyanes. Il y a eu des mots arabes car les Arabes ont fait le commerce de l'esclavage. Mais c'est quelques mots, mais ça ne vient pas de l'arabe. Ça vient d'une tribu de Zanzibar, en Tanzanie. Et quelques tribus, je vais chercher quelques tribus kenyanes. Donc je voudrais corriger, ça ne vient pas de l'arabe. Je suis désolé. En fait, ça, je voulais parler que c'est pas une langue purement africaine. Oui, c'est purement africain parce que ça vient de Zanzibar. Zanzibar, c'est une île en Tanzanie. Ça vient de là. Et puis, je vais consulter les tribus dont le Swahili est la langue maternelle, dont des tribus kenyanes. Vous pouvez pas, je vais y réfléchir. S'il y a d'autres questions qui peuvent être posées, je suis là. Entre-temps, je cherche. Merci. Alors, une précision, lorsque vous avancez, commencez par vous présenter pour savoir qui vous êtes. Moi, je ne vous connais pas. Ensuite, vous posez vos questions. On va inviter monsieur. Merci Thomas. La question est en fait juste pour comprendre l'origine de la langue swahili dans les limitations à notre territoire national de la RDC. Je sais que par exemple, quand on parle des langues comme le Kikongo, on a un peu étudié à l'école, au Congo, on a vu comment les langues étaient un peu s'étendaient vers le nord jusqu'au Gabon, l'actuel Gabon. Le Gabon, le Congo-Brazzaville, l'Angola et tout. Il y a des peuples comme les Kouba, il y a vraiment plusieurs peuples qu'on a vus. Mais en fait, comme vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas parlé de la culture swahili parce que ça engendre beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Mais maintenant, si je dois parler de mon pays, la RDC, par quel mécanisme nous avons reçu cette langue? Ça, je n'ai jamais su, je n'ai jamais même vu un livre et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le Swahili a pénétré la RDC et est-ce qu'il y a un peuple qui se revendique ou originaire d'une certaine contrée ou d'une certaine venue d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, qui a apporté le Swahili dans l'imitation de notre pays? J'ai pris des notes ici aussi, 3 ou 4 ethnies kenyanes. Ces gens-là, ce sont des pays côtiers, des tribus côtières,
qui étaient en contact par le biais du commerce avec les Arabes, les Perses. C'est comme ça que ce gens-là était en contact avec eux. Et c'est ainsi qu'on a aussi souvent quelques mots persans et arabes. Mais ils ne sont pas majoritaires. Donc vraiment, c'est Zanzibar. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Tanzanie et Kenya ont choisi le Swahili comme langue officielle. Ces deux pays-là. Oui. Donc il y a des tribus, effectivement, dont le Swahili est la langue maternelle. Oui. Je vais vous les donner ici. Je suis en train de les chercher dans mes papiers parce que j'ai écrit beaucoup. L'imitation de notre pays, à quel moment c'est introduit, par qui, comment ça s'est installé? Par exemple, au Kenya, en Tanzanie, ça a été facilité par l'Angleterre en 1930, pendant la colonisation. Oui. Donc, ils ont encouragé les autochtones à parler leur langue, le Swahili. Okay. C'est ça. Et les gens qui parlent Swahili en RDC viennent d'où? Kivu Maniema? Oui, Kivu. Non, ils ne viennent pas, sont là, mais ils étaient en contact par le commerce. Quand les Arabes, les Perses venaient vendre, acheter les ivoires, okay. Ils échangeaient dans la langue des autochtones et c'était le Swahili. Oui. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de typotype au Maniema. Oui, typotype échanger au Maniema avec eux en Swahili. C'est ça. C'est vraiment pour éclaircir, ou bien j'ai peut-être pas bien compris la réponse par rapport à la question de mon prédécesseur. C'est par exemple quand je dis que le Swahili, ça a été transmis lors du commerce, à côte de côte. Je me dis, on va aller, on est en Asie. Les gens de l'Est, ils ont peut-être trompé qu'il peut y avoir de l'influence, ils ont eu l'influence du Kenya, quoi que ce soit par rapport à leur emplacement. Mais est-ce que je peux dire que le Swahili qui est parlé au Katanga, qui est en bas, est-ce que c'est vraiment comme les peuples se sont déplacés pour apprendre le Swahili en bas, ou bien eux, ils ont subi l'influence de commerçants, ou bien du commerce qui est vers l'Afrique du Sud, des choses comme ça, ça fait que peut-être les Swahili là sont des Swahili qui sont différents. C'est ça ma question. Ce sont, je viens de vous dire, les autochtones qui étaient en contact avec les Arabes, les Perses qui venaient acheter de l'ivoire. Par ce contact-là, et puis, comme je répète, Zanzibar, il y a une tribu dont le Swahili est vraiment la langue maternelle. Alors ces gens-là ont été en contact avec d'autres tribus côtières. Le Swahili que nous parlons au Congo n'est pas né au Congo. Ce sont les voisins, les Kenyans, les Zanzibarites, les Tanzaniens qui venaient chez nous et qui ont influencé l'implantation du Swahili. Okay. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de tribus dont la langue maternelle est le Swahili au Congo. C'est ça. Et maintenant, ma question, c'est si on dit par exemple que ce sont ces autochtones-là qui ont amené le Swahili, mais pourquoi ces autochtones-là, en menant le Swahili, on puisse avoir deux différents Swahili en regardant le Katanga et l'Est? Est-ce que ce n'est pas les mêmes autochtones ou bien c'est deux peuples différents qui amènent les Swahili différents? D'autant plus que si on parle que c'est dans le Zanzibar dont le Swahili sont nés, en fait, c'est ça que je viens de vous répondre ici en disant que le Swahili du Kivu est différent du Swahili du Katanga, pourtant nous sommes dans le même pays. Le français du Québec et le français de France sont différents. Je vous donne seulement un exemple. Un jour, je venais à Montréal, je venais du Congo, à l'aéroport Roissy en France. Il y avait un Québécois devant moi. Il parlait à l'agent d'Air France. L'agent d'Air France dit au monsieur, est-ce que vous pouvez parler en anglais? Je ne comprends pas. J'étais derrière lui. Moi, je me suis dit, ok, j'ai dit, ok. J'étais devenu interprète. Mais le français m'a dit, monsieur, comment ça se fait que je comprends ce que votre français? Moi, il dit, je suis congolais. Il dit, ah, c'est différent. Moi, il dit, non. Pourtant, le monsieur a question le Québécois.
c'est un notaire. Un notaire, c'est un intellectuel. C'est l'accent. Donc chez nous, nous avons la même chose. Je me souviens, j'étais encore au collège. Tchombe est arrivé à Bukavu, quand il était Premier ministre. J'étais encore au collège. Il a dit, tout à funda. Donc nous allons vous battre, tout à piga, tout à chinda. Mais là, tout à funda. Les gens à Bukavu se sont moqués de lui parce que c'est un Kiswahili qu'on ne comprenait pas. Mais il se disait Swahili fond. Les gens du Kivu se moquent beaucoup de Swahili du Katanga. Donc ça change selon les régions. Les Tanzaniens se moquent de notre Swahili. Donc, parce qu'ils parlent le Swahili qu'on appelle Kingwana. Le Swahili est meilleur que le nôtre. Donc ça change suivant les régions. Ici au Canada même, parce que j'avais déjà été enseigné à Moncton, à l'université de Moncton, les Québécois se moquent du français des Néo-Brunswickois francophones, parce que l'Acadie, c'est la fraction québécoise, néo-brunswickoise francophone. Les gens d'ici se moquent du français du Nouveau-Brunswick, comme les Français se moquent du français du Québec. Vous savez qu'à un moment donné, quand on présentait les films québécois en France, on mettait les sous-titres. Le gouvernement québécois a protesté, on ne le fait plus. C'est ça. Donc, ça dépend de la région où on se trouve. Merci. Mais tu as la flamme de MPR? Oui. 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 Mais quand vous allez plus loin vers le niveau, vers je ne sais pas quelque part, hein, oui. Les gens ne parlent plus le Swahili. Par exemple, les Azandés, ils ne parlent pas Swahili. Oui. Mais je viens que Kisangani, on parle le Swahili, et plus loin là-bas, on ne parle pas Swahili, et puis directement, on va vers Kassongo, dans les Kivu là-bas, on parle de Swahili. Donc c'est toujours venu du fait qu'il y avait des commerçants qui se sont... C'est ça, les commerçants. C'est ça? Oui, oui. Ah. Oui. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous verrez par exemple au Maniema. Par rapport à Zanzibar, j'ai fait des recherches sur le langue autochtone, tout ça. Je pense que l'arabe en fait est venu beaucoup plus tard que le langue autochtone de Zanzibar. Parce que c'est publié par le Bantou. Pardon? Zanzibar. Oui. Avant l'arrivée des Arabes, il paraît de leur langue, c'est langue Bantou. Oui. Et quand les Arabes sont arrivés, il y a eu un métissage, tout ça. Oui, oui, il y a une métissage. Donc, en gros, là, le Swahili, en fait, n'est pas une langue des autochtones, parce que c'est une langue, les Arabes des autochtones parlaient la langue Bantou. Et quand les Arabes sont arrivés, il y a eu un mélange, en fait, de créole qui a créé le Swahili. Et d'après l'article de BBC, sorti récemment, il y a quelques années, tout ça, la langue Swahili contient 40% de langue arabe, des mots arabes, et 60% des mots autochtones. Donc presque la moitié. Donc on ne dira pas que c'est une langue purement néo-africaine, sachant que l'autochtone était d'abord le bantou, et l'arabe est arrivé plus tardivement, et puis après ça a créé le Swahili, tout ça. Donc c'est pas une langue néo-africaine en tant que telle. Je parle couramment Swahili et je peux vous affirmer, vous contredire que non, ce n'est pas 40%. Non, les mots comme Binti, Mangaribi, non, ça ne représente pas 40%, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, pourquoi en français nous avons aussi des mots anglais qu'on utilise en français. Hein? Les langues évoluent. Ce n'est pas parce qu'il y a des mots arabes que vous voulez dire que c'est le Swahili est une langue arabe. J'ai des amis arabes. Je cause avec eux. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a quelques mots seulement, pas beaucoup. Ce n'est pas 40%. Pas du tout. Merci. Je vais vous donner une référence. Je vais trouver ça. Non, pas 40%. Par rapport à langue anglaise, Tu vois, c'est comme par exemple Benti, une fille, Maghreb, ça vient de Maghreb, Mangaribi, donc le soir. Ce sont des mots comme ça, mais ce n'est pas 40%. Okay. Le français et l'anglais, en fait, ont une origine commune, le latin. L'anglais n'est pas origine. Non, pardon. L'anglais est d'origine germanique. J'ai fait le latin, pour ça je peux vous contredire. Et j'ai même enseigné le latin à l'université McGill.
Donc, l'anglais provient de la langue germanique, oui. ça provient du latin. Mais non, le peuple Non, je m'excuse. Je m'excuse. Mesdames, messieurs, j'ai étudié le latin, j'ai fait les gréco-latines. L'allemand ne vient pas du tout du latin. L'anglais, oui. L'anglais, le néerlandais ont la même origine. Le latin donne naissance à l'italien, roumain, espagnol, portugais. Ça vient de langue latine. Pas l'anglais et l'allemand. L'anglais, l'allemand et le néerlandais, oui, ont la même origine. Ah, j'ai oublié de dire, le roumain aussi vient du latin. C'est langue germanique, tout ça, mais quand on remonte vraiment avant le Christ, vers le 5e siècle, lors de l'apogée de l'Empire romain, le latin était parlé de l'ordre. Donc voilà, là c'est une parenthèse, mais quand on va dans le côte est de l'Afrique, tout ça, le swahili n'est pas une langue des autochtones. C'est pour ça que j'ai du mal à accepter Tu es libre de d'Afrique alors que ce n'est pas originellement une langue. Moi, je confirme et j'affirme aujourd'hui, je vais vous envoyer le texte, le swahili est une langue autochtone des Zanzibar. Et donne-moi le temps, je vais vous citer aussi les tribus dont le swahili est la langue maternelle au Kenya. Je suis en train de, parce que j'ai écrit beaucoup, je m'excuse, il y a la langue maternelle, ce n'est pas arabe. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un colonise un pays que ce pays-là va effacer sa langue et que sa langue va devenir une langue qui est origine du pays colonisateur. Ce n'est pas parce que les Romains ont imposé politiquement certains pays européens qu'ils ont effacé leur langue et qu'ils ont donné naissance à leur langue. Parce que cette langue-là a préexisté l'Empire romain. L'Empire romain est venu après, mais la langue existait déjà. Parce qu'aujourd'hui, on est au Canada, il y a des autochtones. On en a supprimé, mais il y a encore des langues autochtones. On n'a pas supprimé ça. Juste une dernière intervention, je quitte. Là, moi, j'ai vraiment un problème quand peut-être je ne comprends pas quand on dit que le swahili est une langue des autochtones. Quand vraiment, avant même le 6e siècle, avant que les Arabes viennent en Afrique, en Afrique du Nord, tout ça, tous les pays d'Afrique subsaharienne parlaient langue bantoue. Le swahili est une langue bantoue. Je m'excuse, le swahili est une langue bantoue. D'après le livre écrit par le professeur Théophile Obenga, l'expansion de langue bantoue, j'oublie la page, tout ça, il a décliné toutes les langues bantoue, mais le swahili ne figure pas. Parce que langue bantoue, c'est ressemble, et les terminaisons, quand on regarde les langues sud-africaines et les langues bantoue, ça s'y ressemble. Quand on regarde les langues et les langues nigéro-congolaises, ça s'y ressemble. Mais quand le swahili, on voit que c'est une langue créole. Quand on dit la paix, on se dit c'est Amani. Amani, en fait, c'est un mot arabe. Il y a beaucoup de mots. Il y a eu des recherches scientifiques de BBC. Je vous enverrai le lien. Je vais écrire dans la page de Guest, tout ça. Ils ont dit que, par rapport aux recherches des historiens et des linguistes, ils ont dit que le swahili regorge 40% de langue arabe. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis, vous dites que Théophile Obenga n'a pas, il peut avoir oublié. Je vais vous donner l'exemple seulement de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a révélé bien beaucoup de choses, jusqu'à démontrer que des pharaons noirs, je ne sais pas si vous avez Ramsès II. Oui. Ramsès II, vous voyez, quand on montre Ramsès II, on enlève son nez, parce qu'il avait un nez épaté. C'est parce que les Blancs ne veulent pas qu'on sache que l'Égypte était noire. Théophile Obenga, je le respecte, il peut avoir oublié ça. C'est ça. Sinon, je confirme et j'atteste encore qu'en Tanzanie, Zanzibar, l'île de Zanzibar, le swahili est la langue maternelle. Ils n'ont pas d'autres langues. Moi, je suis swahilophone, mais j'ai ma langue maternelle. Je parlais le swahili, le français et ma langue maternelle, Kihunde, à la maison. Donc, je vous dis qu'il y a des langues, des tribus dont le swahili est la langue maternelle. Oui. Alors, des questions poursuivent son cours. Il est vrai que le temps file également, parce que nous avons encore des questions dans la salle. Merci. Merci pour la parole.
Ma question, merci d'avoir mentionné que le Swahili a été reconnu au niveau de l'Union africaine. C'est l'Union africaine de l'UNESCO, je pense que vous avez mentionné que l'UNESCO et le Swahili. Les deux, exactement. Alors, ma question c'est de savoir, la reconnaissance, quels sont les points bénéfiques pour les populations africaines sur cette reconnaissance? En quoi les populations africaines peuvent bénéficier de manière concrète de cette reconnaissance dans leur développement ou dans leur mode de vie? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Existe-t-il, au même titre que la francophonie ou le Commonwealth, existe-t-il une organisation qui met en avant ou bien qui rassemble une population locutrice du Swahili? Ça, c'est ma deuxième question. Sinon, s'il n'existe pas cette organisation, y a-t-il eu dans le passé des initiatives qui ont été prises dans cette vision? Et je reviendrai pour une question ultérieurement après les deux réponses que vous allez nous apporter. Merci. Je vais répondre d'abord à la première question. Vous savez, en 1960, quand le Congo a accédé à l'indépendance, Lumumba était le seul qui avait créé un parti qui regroupait différentes ethnies. La plupart d'autres partis étaient des partis ethniques. Et Lumumba était Mutetela, mais il avait réussi à implanter le MNC à Bukavu, à Kisangani, pas au Sankuru. Il y en a eu, mais il était populaire à la province orientale, province du Kivu, Maniema, tout ça. La langue swahili a joué un rôle important. Sinon, la plupart d'autres partis étaient des partis ethniques. Et il y avait même l'Alliance de Bakongo, le parti de Kasavubu. Donc, c'est nous, après l'indépendance, qui devons faire des efforts pour qu'on puisse utiliser une langue qui transcende les appartenances ethniques. Parce que le swahili est une langue neutre, ethniquement parlant, et qui facilite des contacts, des communications entre les groupes des différents groupes ethniques. Donc c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de la femme là qui m'a dit qu'elle était kassaïenne, comme si kassaïenne n'était pas congolaise. Ou quand le chef de l'État arrive devant la population, Machamoumein, quand tu es président de la République, tu n'as plus de tribu. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Le Congo est en train de reculer. Hein? Moi, je suis arrivé ici. Il y a quelques-uns parmi vous ici qui n'étaient pas encore nés. Je suis arrivé au Québec en 1968. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens, parce que moi je critique certaines personnalités politiques, qui me traitent de tribaliste parce que je critique certains politiciens. Parce qu'eux appartiennent au même groupe que le politicien. Voilà où est descendu le Congo. Alors, les langues comme le Swahili, le Lingala, sont des langues qui facilitent la cohésion nationale. Parce que vous n'allez pas, la plupart des Congolais, pas le Lingala. Parce que le Lingala est parlé par des militaires. C'est une langue de l'armée et c'est le colonisateur qui a fait ça. Ça favorise la cohésion au sein de l'armée. Pour que cela se fasse, il faut que ce soit des initiatives des jeunes swahiliphones, parce que je ne sais pas si le gouvernement peut permettre ça, parce que j'ai appris dernièrement qu'à Kinshasa, il y avait des gens qu'on frappait parce qu'ils étaient des swahiliphones, qu'on les confondait avec les M23. Or, les M23, ce sont les Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Malheureusement, notre gouvernement n'a pas de stratégie. Excusez-moi si j'en reviens à la politique, c'est ma formation. Quand vous parlez d'un pays, vous dites rebelle, M23 rebelle. Rebelle, c'est quoi? Un rebelle, c'est quelqu'un qui conteste l'autorité du gouvernement central, de son gouvernement. Or, en appelant M23 rebelle, le gouvernement congolais est dans l'erreur. Parce que sur le plan international, on va dire non. Donc, ils ne sont pas des étrangers, parce que vous êtes appelés des rebelles.
Donc le M23 n'est pas rwandais. Ce sont des erreurs diplomatiques que nous commettons. Moi qui vous parle, le président de la République, quand il avait fait la consultation nationale, moi je lui avais envoyé un document de 12 pages où j'expliquais ça et où j'ai démontré que Guissaro n'est pas congolais. Guissaro est aujourd'hui encore ministre a été à l'époque ministre des Infrastructures. Avec le nouveau gouvernement, il a été remanié. J'ai fait des enquêtes et j'ai trouvé et j'ai constaté que Guissaro a épousé la cousine du président. Donc ça peut être une des raisons. Sinon Guissaro c'est un Rwandais. Les Bizimakara, ils sont là. Ruberwa, ils sont là. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, Ruberwa était venu à Washington. Kagame était là, on les a montrés à la télé. J'ai encore écrit au président, j'ai dit voilà, j'ai même envoyé, j'avais photographié ça, je lui ai envoyé. Voilà, Ruberwa là, il est tranquille. Ici au Canada, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais qui étaient ici et les Allemands, on les mettait en quarantaine parce qu'ils étaient suspectés. Pourquoi chez nous on ne fait pas la même chose? Au moment où on attaque, on occupe l'Est du Congo. Pourquoi ne pas arrêter les Rwandais? Parce qu'ils sont complices. Il n'y a pas de Banyamulenge. Le Banyamulenge, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de tous Congolais. Nous sommes ici à Montréal. Est-ce qu'on va se dire Congolais québécois? Pourquoi est-ce qu'on dit tous Congolais? Pourquoi nous acceptons de tels concepts? Donc, nous avons des gouvernements faibles. Nous ne savons pas nous défendre. Donc, pour répondre à votre question, pour ça, il faut que ce soit le gouvernement, ou bien des jeunes, mais avec des gouvernements dictatoriaux, je ne sais pas si le gouvernement peut permettre ça. Je viens de vous dire qu'avec la montée des M23, il y a certains Swahiliphones à Kinshasa qui ont été tabassés parce qu'ils sont Swahiliphones, on les soupçonne de complices. Je peux vous donner ça ici, voilà, vous allez trouver les références. Le Swahili est une langue bantoue, mais elle s'est enrichie d'un vocabulaire et des traits linguistiques issus de l'arabe, des perses. Mais sinon, on dit que c'est une langue bantoue. Qu'est-ce qu'il disait que ce n'était pas une langue bantoue? C'est ça. Je peux vous les donner. Je pense que je vais encore aborder la question dans le même sens que Guez. Le même sens que mon prédécesseur Guez. Oui. Moi, la question, déjà, d'après les chiffres que vous avez donnés, et on reconnaît que le Swahili est parmi les langues les plus parlées en RDC. On a donné que les chiffres remontent de 2009, là, qui est 51% de la population congolaise parle Swahili. Bon, ma question est de savoir, est-ce que à l'époque ou bien dans le passé, y a-t-il par exemple, existe-t-il au Congo des structures qui essayent par exemple de fédérer tous ces peuples-là, genre qui est, parce qu'on parle de 4 langues nationales, on essaie de les identifier, mais on le parle de manière vague comme ça parce qu'il n'y a pas de structure qui assure en fait tout ce qu'on donne comme histoire. Mais moi je me dis, est-ce que dans l'époque, vous avez parlé par exemple de placement de Djourbé et tout, est-ce qu'il existe, il a existé quelque chose qui a essayé de fédérer, quelque chose comme Swahili fort, qui a essayé de fédérer les gens de l'Est, que ce soit les gens du Katanga, pour dire que d'autant plus qu'on est, je sais pas, on est majoritaire et tout, qu'on essaye d'apprendre aux autres aussi, et c'est que nous avons comme langue. C'est ça la question. Merci. À l'époque coloniale, on enseignait à l'école primaire, jusqu'à 3e primaire, en Swahili, dans l'Est du Congo. Katanga, Kivu Maniema, province orientale, on enseignait, l'administration coloniale voulait qu'on enseigne les matières de l'école en Swahili. Et c'est à partir de la 3e primaire qu'on commençait à apprendre en français. Donc, de ce point de vue, la colonisation a contribué à l'affermissement du Swahili. Je ne sais pas si vous savez aussi que Kabila, je crois en 2009, a autorisé qu'on puisse utiliser les langues nationales dans les écoles, et plus particulièrement le Swahili dans les provinces où on parle Swahili. Kabila avait introduit ça. Donc,
On considère le swahili comme une langue nationale, mais il n'y a pas de... À part les 4 autres langues nationales, les 3 autres langues nationales, le swahili est le seul, et le lingala, qui transcende l'appartenance ethnique. Parce que les gens qui parlent le lingala, on en trouve de toutes, mais les gens qui parlent le chiluba sont les baluba, les gens qui parlent le kikongo sont les bakongo. Il y a aussi le kikongo et à l'État. On peut parler bandundu. Et un petit peu une partie des Kinshasa. C'est ça. Excusez-moi, moi j'aime politiser les gens. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez parfois, je déborde le sujet. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, Donald Trump fait la chasse aux Haïtiens? Il ne dit pas les Haïtiens, mais quand vous constatez les gens qui le pourchassent, sont en majorité les Haïtiens. Et regardez, les pays africains, l'Union africaine, ne bouge pas. C'est notre race. Regardez comment les Européens réagissent quand il s'agit de l'Ukraine. Solidarité. Nous, les Noirs, nous ne savons pas réagir. Nous nous taisons. Je me demande parfois à quoi sert l'Union africaine. Est-ce que vous savez qu'il y a 2-3 ans, il y a en Mauritanie un arabe qui a donné une femme noire comme cadeau, une femme esclave. Et la Mauritanie fait partie de l'Union africaine. Vous avez vu vous-même également comment la Tunisie chasse les Noirs. Pourquoi l'Union africaine et donc pourtant les pays noirs sont majoritaires n'expulsent pas la Tunisie? Nous nous laissons faire. Ça me révolte, moi ça me donne l'insomnie. Excusez-moi de déborder la question. Hein? Oui. Juste une courte question, peut-être que vous l'avez dit, je n'ai pas entendu. Quand est-ce que le swahili est devenu une langue nationale? Oui, hein? Je me présente Gladys, simplement. J'ai dit, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je n'ai pas entendu quand est-ce que le swahili est devenu langue nationale au Congo RDC. Je sais que ça fait longtemps quand même que les choses sont mises en place, mais quand est-ce qu'elle est devenue langue nationale? Depuis 1960, et Mobutu aussi l'a consacré langue nationale. Oui. Kabila aussi. Oui. Merci. Merci beaucoup. En fait, ça me permet de savoir un peu l'histoire, parce que la constitution qui a été faite avec Kabila, à peu près, mais la constitution de l'époque du Zaïre, moi j'ai aucune idée. Donc, ma question m'était de savoir, est-ce qu'à l'époque du Zaïre, on considérait aussi le 4 langues nationales, ou bien donc, la même configuration 4 langues nationales avec le français comme la langue officielle, ou bien il y avait d'autres choses dans cette constitution? Non, c'est ça que depuis 1960, à partir de la constitution de Luabo, le 1er août 1964, les 4 langues nationales étaient adoptées. Okay. Oui. Donc on a toujours 5 langues, le français langue officielle et 4 langues nationales. Moi, quand je suis arrivé, c'est à l'âge de 17 ans. Je vois que les jeunes aujourd'hui ne sont pas politisés comme à notre époque. Parce qu'il y a des choses qui se font chez nous, vous ne réagissez pas. J'ai même demandé, je ne sais pas si vous connaissez l'OPCC. OPCC, Organisation des professionnels congolais du Canada. Le regretté Fortuna et moi, c'est nous qui avons fondé ça. Mais, Fortuna est décédé, oui, c'est nous qui avons fondé ça, nous deux. Mais aujourd'hui, moi, je n'entends plus parler d'OPCC.
J'avais demandé à COCOM, j'étais intéressé à qu'on parle un bilan de la situation au Congo avec l'occupation de Bunagana, ça fait plus de 2 ans. J'ai dit, on va vous rappeler. Ils ne m'ont pas rappelé. Il faut que nous faisons des enfants ici. Il faut que nos enfants soient conscients de la situation qui prévaut chez nous. Nous devons être reconnaissants à l'égard du Congo. Nous sommes ici à cause du Congo. Aimons notre pays. Ça ici, même si nous restons ici, moi je vous dis, c'est ici que j'ai grandi, mais je reste toujours attaché au Congo. Je ne me sens pas canadien, pourtant je suis né ici. Pardon, je suis arrivé ici, j'ai passé plus de temps ici qu'au Congo. Je connais mieux le Canada que la ville de Bukavu où je suis né. Alors je vous invite vraiment, aimons notre pays. Excusez-moi, j'ai une question qui me hante. Vous avez peut-être déjà répondu à la question. C'est vraiment sans animosité. Je vise personne. C'est vraiment juste pour comprendre et pour vraiment savoir. Vous avez dit ici qu'il y a des langues qui, à peu près, qui font partie des ethnies, qui permettent la cohésion nationale. Vous avez parlé du Swahili, vous avez parlé du Lingala, vous avez parlé aussi des langues, pas nécessairement, mais ça, c'est pas vraiment le débat. Est-ce que l'on peut dire du Swahili qu'elle est une langue importée? Puisqu'il y a un peu de Congo, parce que c'est pour comprendre, guys. Le Congo, ils existaient sur la carte. Le Chiluba, c'est sur la carte. Le Lingala, c'est sur la carte. Est-ce qu'on peut dire que le Swahili est importé à cause justement des échanges? Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas vraiment originaire du Congo? C'est vraiment la question que je voulais poser. Vous dites que le Congo existait. Le Congo existait avec la colonisation. Avant la colonisation, le Congo était constitué de plusieurs ethnies. Donc on n'était pas unis. C'est la colonisation qui nous a unis. C'est vrai. Ouais. Le Swahili, comme je vous ai dit, il n'y a pas de langue autochtone swahiliphone au Congo. Non, ça n'existe pas. Par contre, il y en a au Kenya et à Zanzibar. Oui. Et je vous ai dit aussi que Kenya et Tanzanie, le Swahili est la langue officielle. C'est ça. Donc, de cette façon-là, on peut dire que le Swahili est importé. Mais en tout cas, moi, je suis né dans le Swahili. Quand tu es au Kivu, tu ne sens pas que c'est importé. On parle naturellement le Swahili. En plus de ta langue maternelle, on parle tout Kivusien, quelque manière, on parle naturellement Swahili. C'est automatique. Oui. Mais avec le temps, on ne peut plus considérer ça comme importé. Tu sais, par exemple, je ne sais pas si vous suivez souvent le téléjournal ou bien vous lisez. Australie, Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas des pays européens. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, ils ont la même réaction. Les Blancs ont réussi à s'imposer. Ils ont pris... Est-ce que vous savez, lorsqu'on a attaqué Haïti, la République dominicaine, la reine de l'Espagne à l'époque avait dit massacrer les autochtones. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus d'autochtones en Haïti. En Australie, Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Mais nous acceptons le fait accompli. L'Afrique du Sud a échappé. Est-ce que vous savez également que Israël, ce qu'on a appelé la Société des Nations Unies avant qu'on crée l'ONU, on voulait envoyer les Juifs en Ouganda. Heureusement. Sinon, ce serait les Ougandais qu'on allait massacrer comme on est en train de massacrer les Palestiniens aujourd'hui. Et tout ça, nos dirigeants, pourquoi est-ce que nous avons demandé l'indépendance? Nos dirigeants devraient remettre tout ça en cause. Tous les malheurs que nous avons aujourd'hui, c'est l'Occident. J'espère qu'avec Trump,
on va connaître le déclin de l'Occident. Vous voyez comment il est en train de se comporter? Est-ce que c'est extrêmement de déroger? Vous savez, quand j'étais au bac, quand je faisais mon bac à l'Université de Montréal, j'étais président de l'Association des étudiants des sciences sociales. J'ai été le premier et le dernier, il n'y a plus d'autres. Mais à l'époque, on avait enlevé le consul de Grande-Bretagne. Il y avait ce qu'on appelait FLQ, Front de libération du Québec. Alors il y avait une émission à la télévision Radio-Canada qu'on appelait « Si jeunesse pouvait ». On m'avait invité parce que j'étais, comme je vous dis, j'étais président de l'association. Vous pouvez aller regarder sur les archives, Paul Kanambi, président de l'association des étudiants des sciences sociales. On m'avait invité à la télé, puis j'avais dit, c'est le papa de Justin Trudeau qui était Premier ministre, j'avais dit que si on tue le consul et le vice-premier ministre Pierre Laporte, je ne sais pas si quelqu'un a déjà visité la ville de Québec. Vous voyez Pierre Laporte? Pierre Laporte était à l'époque vice-premier ministre. Le FLQ, donc, c'était un groupe terroriste, l'avait kidnappé. Et puis, avant qu'on l'assassine, moi j'avais dit que si le consul ou Pierre Laporte sont assassinés, c'est le Premier ministre du Canada qui sera responsable parce qu'ils avaient donné comme condition la libération des otages qu'on libère les membres du Front de libération du Québec. Est-ce que vous savez que le soir, la police est venue me chercher parce que j'avais pour eux, non, même dans les pays démocratiques, parfois il y a des anomalies, pour eux, j'avais attaqué le Premier ministre du Canada. À l'époque, heureusement que nous avions un bon ambassadeur, Joseph Ndanou, malheureusement qui est déjà décédé. Je lui ai téléphoné à partir de la police. Joseph Ndanou a appelé le ministre des Affaires étrangères et c'est comme ça qu'on m'a libéré. Mais sinon, donc même ici, on peut t'arrêter, mais alors que c'est un pays démocratique. Oui. Comment c'est Oui. Ma question est de savoir, dans les années 60, en tout cas pendant la période de l'indépendance, est-ce que le Swahili était parlé par beaucoup de populations? Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'à l'époque... Oui, c'est ce que je vous dis depuis l'époque coloniale. Donc à 60, on a continué. Première année, deuxième année primaire, la colonisation voulait qu'on enseigne en Swahili. C'est à partir de la troisième année primaire qu'on enseignait en français. Alors, lorsque le Congo a accédé à l'indépendance, selon vous, pourquoi est-ce que les autorités d'alors n'ont pas justement milité pour que le Swahili soit dans l'ensemble du pays, par exemple, étant donné le bénéfice qui pouvait être généré justement par cette langue, par le Swahili? Est-ce que vous ne pensez pas que justement au jour d'aujourd'hui, c'était une erreur peut-être des autorités d'alors? Peut-être que s'ils avaient mené cette action-là aujourd'hui, peut-être que nous ne connaîtrions pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je sais pas. À l'époque coloniale, il était interdit de faire la politique. À l'époque coloniale. Jusqu'en 1957, c'était interdit de faire la politique. Par contre, ils encourageaient des organisations ethniques. Et c'est pour ça que la première élection municipale au Congo a eu lieu en 1957. Au niveau national, c'était en mai 1960. Donc jusqu'en 1960, le colonisateur encourageait le tribalisme. Parce que je vous dis, il encourageait beaucoup les partis politiques à base ethnique. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour combattre et éliminer Lumumba.
La plupart des partis politiques au Congolais à l'époque étaient ethniques. Donc, les colonisateurs n'avaient pas intérêt à favoriser ça. Et c'est avec Mobutu, quand Mobutu est arrivé, quand il disait Tata Moko, Papa Moko, École Moko, tout ça, qu'on a commencé à parler vraiment d'une vraie unité. Mais sinon, les 5 premières années de l'indépendance, c'était vraiment le tribalisme qui battait le plein. Et espérons que nous, les jeunes, en tout cas, vous les jeunes, vous allez avoir cette conscience-là de transcender l'appartenance ethnique. C'est un moment très spécial. Nous allons inviter une jeune sœur qui se trouve quelque part à l'arrière, à avancer. Elle s'appelle Gracia Zamba. Elle aura le plaisir de nous réciter un très très joli beau poème, excusez-moi de l'exagération, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir. Je vais vous répondre de Gracia Zamba et ce soir je viens vous lire le poème d'une poétesse nommée Madame Lizzie Michel, nommée Lizzie Michel. La dunia sinadili, hakuna hilo itakuwa. Yesu wangu, bali mawaida yangu, na Mungu atakuhifadhi na kukuweka na magoli. Chukua hizi nikufanye, kufunga kwa nguvu kwa kamba. Heshima yake na makini yake. Nitakutengeneza nguvu ya lulu na matumbawe, kukufundisha kama mwanamke mtukufu. Yanaongoza shingoni mwako. Ningependa kukupa klasi faini bila dosari, kuvaa kwenye shingo yako. Na utaona manufaa yake kwako mwenyewe. Ukisikilizia ushauri wangu, mtoto wangu, utakuwa na shida. Utapita salama katika ulimwengu huu na kupanda hadi ijao. Merci. Ne vous inquiétez pas, effectivement, on s'attendait à ces questions. Pour ceux qui n'ont pas compris, alors en arrière il y a le code QR. Vous allez trouver ça, vous dirige sur le site internet, sur la page, et c'est là que se retrouve la traduction. Une fois de plus, merci Gracia pour ton joli poème, merci pour ton éloquence, merci encore, et une fois que l'applaudissement. Une fois de plus. Alors ça, on va relaxer un petit peu, comme on dit, pause musicale, la prestation musicale, qui sera livrée par l'artiste qu'on appelle Maître Dan Kankenga, sous vos applaudissements. Jambo Bwana, hapa ni gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa, kama yetu hakuna matata. C'est bon! On répond après moi, hakuna matata. On va répondre comme ça. Hakuna matata. Ah, on y va, tout le monde. Hakuna matata. Encore. Yakupendeza ni mwanga habibishwa Kongo yetu, hey, hakuna matata. Oh, Sud Kivu,
malaika, nakupenda malaika, nami nibanyeje kijana mwezio, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Pesa zasumbua roho yangu malaika, nashindwa na mali sina we, ningekuoa